Bonsoir à tous. Ravie de vous accueillir à nouveau dans cette magnifique salle des fêtes à l'hôtel de la Sey. Madame l'ambassadrice de la République de Moldavie, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, cher David, Monsieur le Président du Trombinoscope, cher Alexandre, Monsieur le Président du jury, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les journalistes et éditeurs de presse. Il y a tout juste un an, à la cérémonie des prix du Trombinoscope, j'ai eu l'honneur de recevoir un prix, celui de député de l'année. Je n'aurais jamais imaginé me trouver aujourd'hui à introduire cette nouvelle cérémonie en tant que présidente de l'Assemblée nationale. C'est dire à quel point la vie politique réserve toujours des surprises, qu'elle nous montre que tout est possible à force d'audace, de travail et puis de capacité à saisir finalement l'air du temps, sentir le pays et savoir finalement agir en tant qu'hommes et femmes politiques. Et vous savez, je sais, chers membres du jury, de quoi je parle. Le premier prix du Trombinoscope est né avec la République, après la chute de Napoléon III. Les Français étaient appelés aux urnes pour élire une Assemblée nationale. Et en février 1871, au lieu d'un empereur dont le profil avait été omniprésent, c'est plus de 700 têtes, plus de 700 trombines qu'il fallait connaître pour suivre la vie publique. Alors, le journaliste Léon Charles Bienvenu, dit « touche à tout », eut l'idée géniale d'un trombinoscope, c'est-à-dire d'un journal montrant les bobines des nouveaux orateurs et ministres. Ce premier trombinoscope était d'ailleurs assez féroce. Ses portraits étaient des caricatures. Gambetta, Thiers, Grévy et quelques autres en prirent pour leur grade. Le second trombinoscope, le vôtre, est plus respectueux des personnes, mais il n'en reste pas moins exigeant. Et surtout, il remplit le rôle de vigie républicaine à l'affût des nouveaux talents. Car la République a beau être laïque, elle a parfois des révélations. Et ce soir, grâce aux jurés que je remercie de leur temps et de leur engagement, vont être décernés les prix de la révélation politique de l'année, de l'élu local de l'année, de la personnalité européenne de l'année, des sénateurs, députés et ministres de l'année, et celui de la personnalité politique de l'année. Je crois savoir que le palmarès est à l'image de l'année écoulée, parlementaire et féminisée. Car nous venons de vivre une année historique, extraordinaire. Après une campagne présidentielle mémorable qui battait tous les records en nombre de candidats, les législatives nous ont donné une Assemblée nationale sans précédent. Une Assemblée sans majorité absolue, une Assemblée particulièrement représentative des Français, comportant pas moins de 10 groupes. Une Assemblée très féminine aussi, tout spécialement dans ses instances de décision, avec pas moins de 4 présidentes de groupe, 5 vice-présidentes, une première questeur et bien sûr, une présidente. Une Assemblée, ajouterai-je, qui se trouve plus que jamais sous le regard de la presse. Et ce n'est pas un hasard si vous, journalistes politiques, journalistes parlementaires, êtes si nombreux au Palais Bourbon depuis le début de la législature. Ce soir, c'est dans cette magnifique galerie des fêtes que nous vous accueillons. Les autres jours, c'est plutôt aux 4 colonnes ou dans la salle des pas perdus que nous nous voyons, dans l'intensité du moment. La presse est là, partout où il se passe quelque chose, et il n'aura échappé à personne que sous cette législature, il se passe quelque chose à l'Assemblée nationale. Nous avons retrouvé la vigueur, la passion du débat parlementaire, les excès de parole parfois, et nous sommes là, vigilants. Des excès de procédure aussi, quand les amendements déposés sur un texte mis bout à bout dépasseraient l'altitude du Kilimandjaro. Mais retenons ce qui est important.
Les débats ont lieu, les arguments fusent, la République vit intensément et la presse est là pour en rendre compte et je m'en réjouis. Ce soir, une vieille tradition réunit la presse et la politique. Pendant 1 heure, les plus critiques d'entre vous vont exceptionnellement être autorisés à dire du bien de nous, à remettre des prix, à même faire des compliments. C'est là une occasion trop rare pour la laisser passer et vous comprenez pourquoi j'ai tenu à ouvrir cette cérémonie. Mais n'oublions pas ce conseil de Molière, puisque la France commémorera demain le 350e anniversaire de sa disparition. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Tel est l'amour paradoxal, l'amour vache qui unit la presse et la démocratie, le 4e pouvoir et les responsables politiques. C'est en étant critiques et vigilants que vous nous soutenez dans le pur amour de nos libertés démocratiques. Je vous remercie et c'est avec plaisir que je cède la parole à Alexandre Farreau, président du Trombinoscope. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame l'ambassadrice, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames et Messieurs les partenaires, les membres du jury, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour la 31e remise des trophées du Trombinoscope. Je souhaite remercier tout particulièrement la Présidente de l'Assemblée nationale qui nous accueille ici à l'Hôtel de l'Assé, un lieu prestigieux et essentiel dans notre système démocratique. Je vous remercie toutes et tous d'être présents ce soir pour célébrer nos personnalités politiques. Je voulais aussi vous dire à quel point je suis fier, heureux et ému que le Trombinoscope que j'ai l'honneur de présider depuis le 1er janvier soit de nouveau aux couleurs de la France. En effet, ce magnifique média, lien incontesté entre nos personnalités politiques, nos administrations, nos territoires et nos entreprises, était depuis quelques années sous pavillon britannique. Certains d'entre vous ne me connaissent pas encore. Je suis un fervent admirateur de l'engagement politique, défenseur de notre système démocratique et de ses valeurs. Je suis convaincu de l'importance du dialogue et des liens entre tous les acteurs, encore plus indispensable dans une période aussi troublée que celle que nous traversons. Le Trombinoscope, votre Trombinoscope, car il est à votre service, est aujourd'hui presque un patrimoine français. Et j'en profite pour saluer ses équipes et ses partenaires. Soyez tous assurés de ma détermination pour que le Trombinoscope s'installe encore plus dans son rôle de média politique et économique pour développer du lien, du dialogue et de la construction entre tous les acteurs nationaux et territoriaux. Soyez aussi assurés de mon engagement pour mettre le Trombinoscope au service des grands sujets, des grands défis et des transitions à venir. Enfin, soyez assurés de l'audace que nous déploierons pour partager et transmettre les informations qui contribueront à renforcer notre souveraineté économique. Goethe le dit avec poésie, « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » Une nouvelle fois, je vous remercie d'être là toutes et tous ici ce soir pour saluer l'engagement politique. Je suis sûr que nous nous reverrons très bientôt lors de nouveaux événements. Je vais maintenant laisser la parole au maître de cérémonie et membre de jury, Christophe Barbier. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à tous, Madame la Présidente, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, députés.e.s et journalistes, mais aussi vous tous, vous toutes, passionnés de politique, passionnés de civisme et passionnés de pouvoir aussi. Ce n'est pas une honte. Nous sommes ravis, avec mes camarades du jury, de pouvoir prononcer le palmarès de cette 31e cérémonie des prix du Trombinoscope à la suite d'une année politique particulière. 31e cérémonie, ça nous ramène un peu loin dans le temps. La première cérémonie a eu lieu à une époque où le président de la République actuelle avait 15 ans et où le ministre de l'année qui sera récompensé tout à l'heure entrait en moyenne section de l'école maternelle. Le temps passe, les institutions restent et le Trombinoscope en est une. La politique a plus d'imagination que les journalistes, et c'est tant mieux. Quand nous décernons nos prix, après avoir contemplé l'année qui s'achève, nous savons que l'esquif de notre palmarès s'engage sur un océan d'incertitude qui s'appelle l'avenir. Le sort de nos précédents lauréats ne cesse de plaider pour une conviction: il ne faut tirer aucun pronostic de nos choix. Je n'aurai pas la cruauté de rappeler les palmarès des années passées, mais ce qui a été fait ne garantit en rien ce qui sera en politique comme en amour et dans bien d'autres domaines de la vie. En revanche, on peut voir dans le travail des jurys successifs du Trombinoscope la palette reconstituée que le peuple a utilisée pour peindre une année politique. Sonia Mabrouk, Nathalie Moret, Christopher Baldelli, Ludovic Faux, Yves Tréhard, Ludovic Vigogne et moi-même avons donc tenté d'exercer notre sagacité en contemplant, à la fin de l'année dernière, une année 2022 riche en événements politiques, une année atypique, une année tendue, une année instable. Elle fut passionnante, inquiétante, protéiforme, grave et romanesque. Je pense que notre panel de lauréats incarne tout cela. Je vous laisse mettre les adjectifs sur chacun des récipiendaires de ce soir. Voyez donc dans notre sélection l'ambition de refléter une certaine réalité de l'histoire politique. Le désir, bien sûr, d'honorer les succès électoraux. De rendre grâce aussi, et c'est important, surtout cette semaine, aux travaux parlementaires, ministériels, administratifs. Et enfin, d'honorer au plus haut peut-être le dévouement démocratique. Je voudrais ajouter un sens peut-être à ce que nous faisons d'année en année, avec esprit du jeu, parfois de la provocation, mais avec toujours le plus grand respect. C'est le souhait de prouver qu'entre notre profession et votre vocation, à vous, élus, ou ceux qui travaillent avec les élus, eh bien parfois les barrières peuvent s'abaisser, le temps d'une soirée, le temps d'une confidence, le temps d'une émotion partagée. Parce qu'en fait, quelque chose nous réunit et nous dépasse tous, qui s'appelle la République. Et en cette période où il est de bon ton de critiquer tous les politiques, hommes ou femmes, gauche, droite ou venus d'ailleurs, dans cette époque où il est de bon ton de jeter à la rivière non seulement les politiques, mais la politique et les valeurs qu'elle transforme, je voudrais reprendre la balle au bond que vous m'avez lancée, Madame la Présidente, en citant le Misanthrope. Le Misanthrope est riche de formidables citations. On soupçonne Corneille d'avoir aidé Molière à mettre de la densité philosophique dans cette pièce merveilleuse. Il y a des choses terribles dans le Misanthrope. Quand Alceste dit à propos de sa haine du genre humain, « Non, elle est générale et je hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, les autres pour être aux méchants complaisants. » Et on voit bien qu'une partie de l'opinion classe parmi les méchants les hommes et les femmes politiques et parmi les complaisants toute la classe médiatique. Mais il y a aussi Philinte, il n'y a pas qu'Alceste dans le Misanthrope. Et Philinte nous dit, et c'est ce que nous essayons de faire quand nous étudions une année politique, Philinte nous dit « Je prends tout doucement les hommes tels qu'ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. » Cette philosophie a été la nôtre cette année pour le millésime 2022 des prix du Trombinoscope. Nous allons donc commencer cette cérémonie par le premier de ces prix, qui est le prix de la révélation politique de l'année. Alors je veux rappeler que, comme je le fais chaque année, que la révélation, c'est pas forcément récompenser la jeunesse, c'est pas forcément le nouvel élu ou la nouvelle élue, c'est parfois récompenser quelqu'un qui a tardé à éclore. Parce que la vie politique, comme la vie artistique d'ailleurs, demande parfois maturation. C'est quoi la révélation? C'est d'abord se révéler à soi-même.
C'est important dans la vie et beaucoup dans la vie politique. C'est se révéler aussi, parce que la politique est un combat, à ses amis et à ses adversaires. Et c'est rarement en étant discret et gentil qu'on se révèle à ceux-là. Et puis c'est enfin se révéler à la France. Et pour se révéler à la France, il y a un truchement indispensable qui est celui des médias. Avec leurs défauts, leurs qualités, leurs contraintes, leurs exigences, l'opportunité formidable que les médias, tous les médias, apportent aux hommes et aux femmes qui ont envie de porter leurs convictions devant les citoyens, mais aussi leurs propositions. Pour donner ce premier prix, pour remettre le prix de la révélation politique de l'année 2022, j'appelle à la tribune Sonia Mabrouk, qui depuis longtemps s'est révélée à tous ceux que j'ai cités, nous, ses amis, ses adversaires, et bien sûr la France entière. Bonsoir à tous. Cher Fabien Roussel, cher lauréat de la révélation de l'année, être une révélation à l'âge de 53 ans, c'est la promesse de jours heureux à venir, comme l'affirme votre slogan. Mais il est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour se révéler. Ce que vous avez incontestablement réussi à faire à l'occasion de la présidentielle de 2022. Alors si la gauche a perdu le peuple depuis longtemps, elle a néanmoins trouvé en vous un candidat à la notoriété inattendue. Imaginez donc. Un candidat capable de séduire en même temps l'ouvrier du Nord et Alain Finkielkraut, qui a fait son coming out à votre sujet. Eh bien, un tel candidat ne peut avoir que du flair et du goût. Du goût pour la bonne viande, bien sûr, viande cuite au barbecue, symbole du virilisme, comme tout le monde le sait, viande bien saignante que l'inénarrable Sandrine Rousseau a avalée de travers après votre éloge de la gastronomie et donc, d'une certaine manière, votre éloge de l'identité française. Et comme vous n'êtes pas avare quand il s'agit de mettre la gauche Rousseau mal à l'aise face à la gauche Roussel, vous nous avez servi une nouvelle louche affirmant, je vous cite Fabien Roussel, qu'on mange de la viande en fonction de ce qu'on a dans le porte-monnaie et pas en fonction de ce qu'on a dans sa culotte ou dans son slip. Là, c'est vraiment du Roussel dans le texte. Nouvelle polémique. Mais même vos détracteurs reconnaissent que vous en avez dans le ciboulot, bien sûr. Et il faut dire que vous êtes habile, Fabien Roussel. Il faut le reconnaître et tout le monde le reconnaît ici ce soir. Vos polémiques ne sont pas des dérapages, non. Sinon des dérapages savamment contrôlés. Tout comme votre apparence, d'ailleurs. Pas question de ressembler à ces fous furieux qui ne se font qu'un shampoing par mois dans une ZAD. Non. Vous, c'est une allure parfaitement soignée. C'est un regard clair azur. C'est un poil cendré. C'est un sourire avenant. Mais j'allais oublier. Un sourire avenant pour mieux nous faire les poches. Et c'est là qu'il est peut-être temps de rappeler que vous êtes communiste, Fabien Roussel. Personne n'est parfait, mais franchement, communiste en 2023. Oui, mais attendez. Un communiste qui défend les petits patrons. Un communiste qui met en valeur la singularité française. Un communiste qui soutient les chasseurs. Un communiste qui salue le travail de nos policiers. Bref, un communiste qui n'a pas le couteau, ou plutôt la faucille entre les dents. Eh bien, c'est un communiste avec lequel on a envie de partir, en tout bien, tout honneur, en vacances. Et justement, les Français ne s'y sont pas trompés. À la question politique cruciale que l'on pose parfois dans les sondages, vraiment cruciale, avec quel responsable politique souhaiteriez-vous partir en vacances ? Eh bien, vous êtes en très bonne place, Fabien Roussel. Tout le monde a compris qu'il valait mieux, vraiment. Partager un bon sauciflard chez les ch'tis avec un gars du Nord, comme vous, plutôt que de risquer de partir avec un Jean-Luc Mélenchon qui serait capable de changer le soleil de Marseille en une tempête noire, proclamant le regard ombrageux, la météo, c'est moi. On est donc prêt à partir en vacances avec un communiste, qui l'aurait cru. Et promis, une fois sur place, Fabien Roussel, on ne dira pas « Liliane, fais les valises, on rentre à Paris ». Non. À ce sujet, ça c'est une blague pour les plus de... Tout le monde n'a pas compris. À ce sujet, on vieillit tous. À ce sujet, il y a un vrai lien entre Georges Marchais et vous-même, Fabien Roussel. Et ce lien s'appelle Olivier Marchais, qu'on salue ce soir. Vous êtes entouré d'un fils d'eux, mais d'un fils de Georges et Liliane. Olivier Marchais, votre bon copain, organisateur de votre campagne réussie. C'est important d'en dire quelques mots, parce que quand lui préfère l'ombre et les coulisses, vous ne craignez pas de briller sous les sunlights,
D'ailleurs, vous êtes aussi à l'aise dans une usine que sur les plateaux de télévision, ce qui ne plaît pas à la presse de gauche. Où est-ce qu'il en reste? Un article de Libération vous a d'ailleurs qualifié de Franck Dubosc de la politique. J'espère que vous le prenez pour un compliment. Vous devriez, quand on sait que Dubosc a incarné Chirac dans la saga Camping. Bon, il est vrai, Patrick Chirac, mais un Chirac quand même. Ça laisse quand même rêveur pour la suite. D'ailleurs, la suite, cher Fabien Roussel, vous la préparez méthodiquement. Vous soignez vos relations, oui, je le sais, notamment avec les journalistes. Avec vous, point de « taisez-vous, El Kabash ». Vous, Fabien Roussel, les journalistes, vous les choyez. Vous savez leur parler. À ce sujet, j'espère ne pas vous avoir créé trop de soucis. Quand le journal Libération a révélé nos échanges par SMS sous le titre très évocateur, pardonnez-moi madame, mais c'était sur le site de Libé, je ne fais que citer, « Les SMS de Sonia Mabrouk à Fabien Roussel gênent au Parti communiste ». Il n'en fallait pas plus à Libé pour y voir un complot ourdi par les méchants médias que je représente pour vous porter au pouvoir. Imaginez donc les titres. Imaginez, hein, vraiment, il faut beaucoup d'imagination là. On se concentre. Europe 1 et CNews roulent pour Fabien Roussel. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? Interview matinale de la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul-Malak, sur France Inter, ça va de soi. Ai-je besoin de le préciser? On est quand même mieux entre soi. Elle déclare « Europe 1 et CNews sont rappelés à l'ordre. C'est inadmissible que ces médias roulent pour Roussel. Et d'ailleurs, l'ARCOM, cette instance totalement indépendante, elle va faire ce que je lui ai dit maintenant, en leur coupant le sifflet. » Et merci d'ailleurs, Madame la Présidente, d'avoir rappelé la presse et la démocratie, c'est important. Et dans la démocratie, il y a toutes les opinions, dans la presse aussi. Entre nous, Fabien Roussel, maintenant que tout est passé, on peut le dire. Vous êtes d'accord? On peut tout dire? Vous êtes sûr? On peut l'avouer. Avec notre entente, notre complicité, on a raté d'un chouïa la présidentielle. 600 000 voix près, comme dirait l'autre. Mais trêve de plaisanterie sur ces sujets relations politiques journalistes. Vous savez, le second degré peut être vite mal compris. Je m'empresse donc de préciser que nos échanges portaient sur votre programme, sur vos idées et aussi sur quelque chose qui m'interpelle chez le politique que vous êtes. Et je pense que je ne suis pas la seule à le remarquer, et cela depuis longtemps. Vous êtes l'un des rares à parler de ce qui fait du bien. Vous êtes l'un des rares à parler de ce qui est beau, à parler du grand, à parler des efflorescences de la vie, oserais-je dire aussi du sacré. Alors un peu de poésie dans ce monde parfois brut politique, ça fait du bien. Et à la grande question que l'on pourrait d'ailleurs fredonner, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Eh bien, je crois très sincèrement qu'il est un peu dans vos jours heureux, Fabien Roussel. Voilà pourquoi on est heureux que vous soyez la révélation de l'année, camarade. Est-ce que je dois dire merci, Sonia? Après ces mots, ces bons mots, merci pour ce prix qui m'est attribué. Merci, chère Sonia Mabrouk, pour, qu'est-ce que je peux dire, cet éloge que vous avez fait, comme vous savez le faire, de la même manière que vous savez mener vos interviews. Bon, je peux vous dire que les communistes ont la peau dure, hein, donc malgré tout, on tient. Mais on a toujours les yeux qui brillent, toujours les bras ouverts et toujours le sourire. C'est peut-être aussi ce qui fait notre différence. Encore une fois, bien sûr, on va me dire, après cet éloge de Sonia Mabrouk, mais enfin, Fabien Roussel, quel scandale, quelle complicité. Eh bien non, moi j'assume ce que je suis, j'assume ce que nous sommes. Je salue mes collègues députés, sénateurs, sénatrices, les collaborateurs qui sont là. Notre histoire, les racines du Parti communiste français, les élus que nous sommes, on parle à toute la France. Et on parle à tous les Français. On ne regarde pas quelles sont leurs étiquettes politiques, ce qu'ils ont voté avant. Et on cherche à convaincre, à débattre, avec force, argument, avec illustration, avec image. On parle de la vie des gens, on le fait avec cœur, on le fait avec conviction. On ne retourne pas nos vestes chez nous, on la garde. Et on est bien dedans. Et c'est peut-être aussi notre marque de fabrique, c'est d'être comme nous sommes, dans un parti historique qui a participé à l'histoire de France. Je remercie donc à travers ce prix mon parti qui a fait ce que je suis
et pourquoi je suis là aujourd'hui. Je remercie mes camarades, mes amis, Olivier et Christelle Marché qui sont là, mais Yann Brossa qui était le directeur de la campagne aux élections présidentielles et toute l'équipe avec qui on a pu mener cette campagne, l'ensemble des porte-paroles, les parlementaires, et qui a fait aussi que j'ai pu faire ces sorties. Ce n'est pas des sorties de route, hein. Ces sorties pour illustrer ma campagne. Je voudrais remercier aussi, j'en profite, le monde du travail, parce que je passe beaucoup de temps avec eux, avec les salariés de notre beau pays. C'est eux qui souvent me donnent les belles phrases et les belles formules. Donc sans eux, je n'aurais pas sorti ces phrases. Souvent, je leur dis si je peux les emprunter, leurs formules, sans droit d'auteur, ce qu'ils m'accordent. Et donc je les salue. J'en ai vu beaucoup cet après-midi, place de la Bastille. Forcément, je pense à eux. En cet instant, petit clin d'œil que je leur fais. Et puis, je suis fier aussi d'avoir ce prix au nom des députés du groupe GDR, de mon groupe, qui sont là, parce que depuis 2017, je siège dans ce groupe. J'en suis fier, et on grandit ensemble. Et cette assemblée, Madame la Présidente, oui, est un lieu important, une belle maison, une grande maison de la démocratie de notre République. Et j'appartiens à un de ces groupes historiques aussi. Et c'est vrai que ça vous forge un homme et une femme. Je voudrais, pour finir, dire un mot en direction du trombinoscope, parce que c'est le trombinoscope qui m'attribue ce prix. Merci à vous. Depuis 1992, 31 ans, 7 prix à peu près en moyenne par an, hein, ça en fait 217. Il y a eu un élu communiste nominé, Jean-Claude Guessot, que je salue, ministre des Transports à l'époque, en 2000. De deux choses l'une, ou le trombinoscope est orienté politiquement pour avoir décerné un prix à un élu communiste sur 217, ce que je ne crois pas. Ou les élus communistes, dans leurs fonctions et responsabilités, sont très timides et ils ne sont pas assez bons en SAV, en service après-vente. Je ferai passer le message parce que les plusieurs milliers d'élus que nous avons en responsabilité dans le pays méritent aussi d'avoir parfois leur distinction. En tout cas, je salue Philippe Rio, par exemple, maire de Grigny, qui a été élu meilleur maire du monde l'année dernière par une assemblée internationale qui a élu le meilleur maire du monde, et c'était un maire communiste, donc j'en profite pour le saluer. Non, je pense que les élus communistes sont des gens simples, humbles, et ils font leur boulot dans leur coin, comme beaucoup d'élus de nos communes. Monsieur Lisnard, vous les connaissez aussi, et donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, je suis fier aujourd'hui de partager ce prix avec Éliane Assassi, sénatrice et présidente du groupe, parce que si nous n'avons eu qu'un élu, un nominé en 31 années, aujourd'hui il y en a 2 d'un coup, et comme nous sommes un parti féministe, en plus on arrive à être paritaire dans les nominations. Champion du monde. Et enfin, Madame la Présidente, vous l'avez dit, on peut avoir un prix une année et devenir président l'année suivante. C'est plein d'espérance. Merci à vous. Nous allons maintenant décerner le prix de l'élu local de l'année, pour lequel le jury fonctionne par centralisme démocratique. Et nous avons sans doute à réfléchir sur l'évolution de ce prix, qui a peut-être bougé plus que les autres en 31 ans, parce que jadis, l'élu local de l'année, c'était forcément récompenser l'affection, l'empathie, la proximité. C'était l'élu le plus aimé, on le savait. Et puis on a vu au fil des ans qu'être élu local, ça pouvait être dangereux. Qu'il y avait sur le terrain des coups à prendre, des risques à courir, y compris parfois risquer sa vie. D'ailleurs, je voudrais profiter un peu de cette cérémonie, puisque j'ai un peu une tribune aussi, pour faire un souhait que ni dans la bouche des politiques, ni dans la bouche des journalistes ne prospère trop cette expression un peu facile, où quand on dit l'élu, il est à portée de baffe. Et on a l'impression que ça banalise un peu justement cette baffe. Non, l'élu ne doit pas être à portée de baffe, parce qu'il ne doit pas y avoir de baffe du tout. Ça, c'est mon petit souhait de ce soir. Les élus locaux ont une émanation à Paris, c'est le Sénat. C'est pourquoi le prix de l'élu local de l'année va être remis par le président de Public Sénat, Christopher Baldelli.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président de l'AMF, cher David Lisnard. L'ambition en politique, ce que l'on appelle parfois dans notre pays la plus haute ambition en politique, elle est souvent niée. Elle est plus rarement affichée. On se souvient tous d'un ancien président de la République qui, quelques années avant de l'être, ne faisait pas mystère de son ambition et avait, à l'occasion d'une émission de télévision devant des millions de téléspectateurs, avoué qu'il y pensait tous les matins en se rasant. Alors, entendons-nous bien, je décerne ici le prix de l'élu politique local, mais David Lisnard, de l'ambition, il en a. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Je crois d'ailleurs que c'est assez cohérent avec sa marque de fabrique, qui est de dire les choses et de pratiquer autant qu'un homme ou une femme politique peut le faire, le moins possible, la langue de bois. Mais pour qu'une ambition apparaisse fondée, légitime, il faut ce qu'on appelle trivialement cocher les cases. Et David Lisnard l'a fait avec une certaine célérité, avec une certaine maestria, pourrait-on dire, qui peut impressionner dans un pays où on a longtemps cru que pour arriver à certaines responsabilités en politique, et au plus haut d'entre elles, il fallait des décennies de mandat. Il faut dire qu'entre-temps, un certain Emmanuel Macron a montré que ce logiciel pouvait être revu. Et d'ailleurs, vous-même, Madame la Présidente, vous le rappeliez l'année dernière, élue députée de l'année et cette année présidente de l'Assemblée. Je pense que de votre côté, vous avez aussi fait la démonstration que les anciens schémas et leur durée ne sont plus nécessairement la règle dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce le nouveau monde, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui? Le parcours de David Lisnard, c'est d'abord celui de l'élu local et c'est celui que nous récompensons ce soir. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Conseiller municipal de la ville de Cannes en 2001, premier adjoint en 2008, élu maire de Cannes le 5 avril 2014 et réélu maire de Cannes le 15 mars 2020 dès le premier tour avec, excusez du peu, 88% des voix. Je pense qu'il n'est pas au premier tour. Je pense que David Lisnard a sans doute été le maire d'une grande ville le mieux élu. Et le 17 novembre 2021, pour couronner cette trajectoire d'élu local et de maire, il est élu à l'issue d'une vraie campagne, il faut le souligner, parce que ça n'a pas nécessairement été le cas au cours des mandats précédents, et d'une vraie bataille à la présidence de l'Association des maires de France. Il devient ainsi l'élu local sans doute le plus visible et, d'aucuns diraient, le plus puissant de France. Un incontestable succès qui va naturellement lui donner une dimension et une stature nationale dans le jeu politique national, mais restons sur l'élu local, le président de l'Association des maires de France. On ne sait d'ailleurs pas très bien qu'il soit élu local, si c'est encore une responsabilité d'élu local, mais certainement père parmi ses pairs. Et sa première année d'exercice a été un véritable baptême du feu. En effet, on s'en souvient, c'était au moment de la loi de finances de l'année dernière, ça s'est décidé, discuté dans cette Assemblée et également au Sénat, il y avait une volonté du pouvoir exécutif pour le moins de limiter ou d'encadrer les dépenses et aussi les recettes des collectivités locales. D'autre part, les maires étaient pris en étau avec une flambée des prix de l'énergie et plus généralement de l'inflation. Et donc, dans cette période très difficile pour les maires de France, qu'ils soient petits ou maires de villes plus importantes ou de grandes villes, David Lisnard, en tant que président de l'AMF, a fortement contribué avec, je me permets de le souligner, l'appui du Sénat et de son président Gérard Larcher, à établir un dialogue que d'aucuns pourraient qualifier de musclé avec le gouvernement pour redonner des marges de manœuvre aux maires dans leur gestion communale. Ainsi, un an à peine après avoir été élu président de l'Association des maires de France, David Lisnard a déjà marqué son mandat à la faveur de cette conjoncture difficile. Et il ne compte sans doute pas s'arrêter en si bon chemin. Je ne fais que le citer. David Lisnard a déclaré un jour « J'ai de l'ambition, y compris pour moi ». Il ne devrait donc pas, a priori, me démentir. C'est donc pour distinguer cette action et ce parcours
que notre jury, présidé par Christophe, a décidé d'attribuer à M. David Lisnard, président de l'Association des maires de France, le prix de l'élu local de l'année. Alors, j'appelle également, mais on va peut-être discours, et puis on remet le prix. Non, pardon. Alors, j'appelle également, vous le savez, la société Erinspace étant partenaire du prix de l'élu local de l'année. Je demande donc à son président, M. Stéphane Châtenay, de nous rejoindre également pour remettre le prix à David Lisnard avant de vous donner la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame l'Ambassadrice Excellence, Mesdames, Messieurs les parlementaires, je salue le Tovarich Roussel et je me félicite pour ce prix. Tovarich, ça parle aussi aux gens de ma génération et toute son équipe. Je merci à Christopher Bardaly de ses mots et merci au jury, cher Christophe Barbier, de m'avoir remis ce prix. C'est très impressionnant pour un élu local, pour un petit commerçant, que de se retrouver ici dans cette salle emblématique de la République française, de son histoire, de sa diversité, de son unité. Et puisque dans le discours introductif de Madame la Présidente, notre cérémonie a été mise sous les auspices du grand Molière, je vous dis à quel point je suis impressionné de recevoir ce prix. Je sais qu'il me vaudra des compliments de mes pairs, des pairs politiques nationaux, notamment ceux qui suivent l'actualité et qui ne sont pas avares de compliments, mais dont les compliments privés me laissent penser parfois, au regard des propos publics et médiatiques ou en off d'un journaliste, qu'ils peuvent être un peu tartuffes. Alors je me placerai plutôt sous le signe de l'amour et des amants magnifiques, puisqu'il y a une des célèbres répliques de cette magnifique pièce qui est la suivante: il y a en amour que les honteux qui perdent. Et je crois que c'est vrai dans beaucoup de domaines de la vie, y compris en politique. Vous avez rappelé, Christopher, cette citation en disant « je ne m'empêchais pas d'ambition personnelle », je ne me souvenais plus l'avoir dite, mais je la trouve très bien. J'ajoute souvent, mais sans avoir d'arrivisme. Je crois qu'à l'instar de l'espérance qui est un risque à courir, l'ambition est un risque à courir pour les intérêts que l'on défend, c'est-à-dire ceux de l'intérêt général, les intérêts des habitants qui vous ont mandaté, et que l'ambition peut se vivre avec plaisir, avec joie, qui est une grâce, et sans se prendre trop la tête, comme on dirait de façon simple, et sans avoir un plan prédéterminé. Dire aussi que ce prix, bien sûr, de l'élu local, moi, j'aime bien le prix, je trouve que ça fait un petit peu, je sais pas, ça fait hippodrome, et je salue bien sûr le trombinoscope que je remercie et salue, Monsieur le Président, pardonnez-moi. Ou la voiture de l'année, moi ça m'a toujours impressionné, comment on remet la voiture de l'année. Bon, je sais que maintenant qu'il y a un jury qui remet le prix de l'élu local de l'année. Et c'est bien sûr un prix qui revient au caractère local de mon mandat. Et donc, si je suis ici, à cette tribune, devant un tel parterre, c'est parce que j'ai une formidable équipe municipale, des fonctionnaires territoriaux extrêmement dévoués, qu'on ne voudrait pas toujours, qu'on voudrait récompenser, mais qu'on ne peut pas toujours récompenser comme on le veut en raison de certaines rigidités, des équipes de cabinets, bref, des gens qui bossent avec beaucoup de passion, qui s'engagent avec dévouement, qui servent l'intérêt général et qui le font dans une ville complexe, compliquée, Cannes, qui a un taux de pauvreté élevé, mais qui est très célèbre, une ville très contrastée, la ville où l'indice Gini d'égalité est le plus élevé de France depuis longtemps, une ville historiquement d'immigration pauvre, de villégiature internationale, une ville complètement contrastée, et de cela naissent des frictions, donc de l'énergie, et parfois une nouvelle énergie, que j'incite chacun à rejoindre en permanence. Donc c'est bien sûr le prix du travail des équipes locales. C'est le prix aussi, bien sûr, qui revient à ma fonction de président de l'AMF. Alors, on ne peut pas remplacer François Baroin, mais j'ai dû lui succéder. Et ce prix, c'est celui de tous les élus locaux de France, et en particulier les maires.
Et j'ai été très sensible à votre propos parce que moi-même, je ne cesse de dire arrêtons avec cette expression à portée de baffe ou à portée de claque, etc. Parce que malheureusement, les phénomènes de violence contre les maires sont croissants et révèlent la crise majeure qu'il nous faut affronter dans une époque où nous sommes face à des défis colossaux que nous allons relever par la science, par l'investissement, par la créativité, par l'audace. Le défi écologique, le défi économique, le défi démocratique, le défi démographique, mais nous sommes dans une crise civique majeure. Et que cette remise de prix, elle doit nous inciter en permanence à nous rappeler pourquoi nous sommes là, en tant qu'élus. Nous sommes là parce que nous avons été élus. On ne naît pas femme, on le devient, eh bien on ne naît pas élu, on le devient. Et donc ce prix, c'est celui qui revient à tous les maires de France, à tous ceux qui sont des praticiens du quotidien. Le mandat de maire a cette noblesse d'être un mandat de praticien du quotidien. Et un praticien, c'est quelqu'un qui, à la fois, prend des décisions, y compris sous la mitraille, et souvent n'a pas d'autre choix que de décider. On ne peut pas s'en tirer par une pirouette, on ne peut pas tout d'un coup décider de ne plus répondre à la presse, on ne peut pas se cacher derrière une commission. Un maire prend des décisions tous les jours, face à des légitimités contradictoires. C'est ce qui fait la grandeur de la politique. La légitimité de ceux qui veulent dormir tranquillement et la légitimité de ceux qui veulent avoir une terrasse pour pouvoir travailler. C'est aussi simple que cela. C'est ça le mandat de maire. Et c'est pour ça qu'il est si beau. Et les maires de France sont des praticiens du quotidien compétents, pertinents, dévoués. À l'AMF, nous sommes une vieille maison, 1907, reconnue d'intérêt général depuis 1933, et qui veille à la représentativité absolue de tous les maires de France, représentativité géographique, démographique, économique, politique. Et je suis très fier d'être leur président et d'avoir à chaque fois une unanimité selon tout le panel de l'échelle politique. Avec une seule ambition, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir agir. Et la question qui se pose aujourd'hui face à cette crise civique, dont la violence est une expression, mais dont l'abstention aussi est une expression, dont, au pire, l'atonie, le désintérêt, notamment des jeunes générations, à l'égard de la chose publique est une expression. Face à cela, il nous faut retrouver la capacité d'action. Action locale, action globale, action nationale. L'impuissance publique est peut-être la première cause de la crise civique que nous affrontons. Donc ce prix, eh bien, c'est le prix de ceux qui agissent, de ceux qui décident, de ceux qui prennent des risques, de ceux qui sont des habitants, parmi les habitants, mandatés par les habitants. C'est en cela que le mandat de maire est si grand. Alors pour tout cela, eh bien oui, moi à mon petit niveau, je continuerai je m'interdirai rien et de penser global pour agir local. Et puis grâce à ce prix, je vais être aussi encore plus incité à penser local et agir global et national. Merci à vous. Très rapidement, parce que je ne suis pas de ce monde-là, je suis chef d'entreprise, je dirige une société qui s'appelle Air in Space, qui a un nom anglais, mais qui est une société bien française. Je suis très content d'avoir remis à M. Lisnard. Nous, on est spécialistes, on est scientifiques, on est spécialistes du risque infectieux, on est spécialistes de la pollution de l'air, on est spécialistes de plein de choses différentes qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui ici. Mais je suis très très heureux parce que les élus locaux sont les gens qui commencent à se concerner un petit peu plus sur ça. La deuxième raison de ma satisfaction, c'est que nous, on est une entreprise française, on fabrique en France. On est une entreprise Covid pendant le Covid, on a fourni les hôpitaux en urgence un peu partout. On a fait en sorte que les usines ne ferment pas, on a fait en sorte de pouvoir fournir énormément aux hôpitaux pendant cette période-là. Donc on est très fiers d'être là à vos côtés et de participer en tant que sponsor à ça. Voilà. Donc nous, on est fabricants d'épurateurs d'air, on est fabricants de tous les systèmes de mesure de la qualité de l'air et de la pollution, et puis aussi des aérosols qui sont formés par les gens. Voilà. Je vous remercie beaucoup. En 2022, la guerre est revenue en Europe. Elle est revenue au seuil de l'Union européenne. Et dans cette année de troubles, d'inquiétude et d'angoisse, je suis quand même heureux qu'on puisse, à travers le prix qui va être remis d'Européen de l'année, heureux qu'on mette le projecteur, l'attention et l'affection envers un petit pays, mais aussi petit par la taille qu'il est important à travers l'histoire. Pour remettre ce prix de l'Européen, de l'Européenne de l'année, j'appelle à la tribune Ludovic Faux de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir.
Pour commencer, j'aimerais vous lire quelques mots. Les premiers citoyens ukrainiens arrivent en Moldavie, avec plus de 4000 traversées aujourd'hui. Nos frontières sont ouvertes aux citoyens ukrainiens qui ont besoin d'un transit ou d'un séjour en toute sécurité. Ces mots, Madame l'ambassadrice, vous le savez, ce sont ceux de la présidente de votre pays, la République de Moldavie. Des mots écrits le 24 février dernier, il y a bientôt un an, par la présidente Maia Sandu, alors que la Russie venait de commencer à attaquer l'Ukraine. Ces mots, ils ont fait l'unanimité lors de l'attribution du prix consacrant la personnalité européenne de l'année, que nous avons l'honneur de décerner ce soir à la présidente Sandu, et je pense que les autres lauréats ne seront pas froissés de savoir qu'aucun autre prix n'a été attribué avec une telle évidence. D'abord parce que les mots que j'ai cités symbolisent à la fois l'engagement et le courage de la présidente Sandu, alors même qu'une partie de votre territoire, la Transnistrie, est sous emprise russe, et qu'en début de semaine, la présidente s'est inquiétée d'une menace de coup d'État russe en Moldavie. Ensuite, parce que ces mots symbolisent aussi la solidarité de votre pays, du peuple moldave tout entier avec ses voisins ukrainiens. Au début de la guerre, la Moldavie, qui compte 2,6 millions d'habitants, a accueilli jusqu'à 400 000 réfugiés, qui pour la plupart d'ailleurs ont été accueillis non pas dans des centres d'accueil, mais dans des familles moldaves, signe supplémentaire de solidarité et de fraternité. Au-delà de cette solidarité, ce prix est une reconnaissance de l'engagement de la présidente Sandu, qui a été élue en 2020 en s'engageant contre la corruption et pour l'Europe. Bien au-delà de ce prix d'ailleurs, l'Union européenne a reconnu le combat et l'engagement de votre pays en lui accordant, comme à l'Ukraine, à l'unanimité, le statut de pays candidat à l'adhésion en juin dernier. Quelques semaines plus tôt, devant le Parlement européen, la présidente Sandu avait déclaré « Nous avons choisi l'adhésion à l'Union européenne comme voie vers la prospérité et la paix. Nous vous demandons d'aider la Moldavie à rester un pays libre en rejoignant le plus grand projet de paix au monde. Offrez-nous un asile de paix », avait-elle dit. Des mots qui démontrent que bien qu'elle soit souvent critiquée par ceux qui en font partie, ceux qui ont la chance d'en faire partie, l'Union européenne continue d'être un projet porteur de paix et d'espoir. Merci à la présidente Sandu de nous le rappeler. Et je vous invite, si vous le voulez bien, Votre Excellence, Madame l'ambassadrice Kalugaru, à me rejoindre pour recevoir ce prix dans cette maison qui a récemment accueilli, à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, le président de la Rada, le Parlement ukrainien. Merci. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs sénateurs, députés, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée, mais de l'autre côté, on est très émouvé par l'attention qui est accordée à la Moldavie, parce que, dommagement, on a eu besoin d'une guerre, que l'attention se concentre sur le peuple moldave. Et aujourd'hui, ce prix, c'est mon honneur de le prendre de la part de notre présidente, qui, dommagement, a été retenue à la maison dans le pays pour résoudre les autres sujets très importants et très urgents. Mais comme vous le savez déjà, on a un nouveau gouvernement et ça nous assure qu'on n'a pas aucune crise politique. Mais on vous remercie et je laisse le vidéo avec le message de la part de notre président et on vous remercie énormément pour tout le support et le soutien qu'on le sent particulier ici à Paris, mais en Moldavie aussi. Merci. Mesdames et Messieurs, j'accueille avec gratitude ce prix prestigieux au nom de l'ensemble des citoyens moldaves qui sont profondément européens. Cette appréciation démontre que nos efforts sont remarqués et connus dans une capitale mondiale comme Paris. Cela nous donne du courage. Assurer et renforcer la sécurité régionale et européenne dans une période si difficile pour nos voisins ukrainiens, pour nous-mêmes et pour toute l'Europe, restera notre priorité. En temps de guerre, l'unité de l'Europe en faveur de la paix nous donne espoir. Unis, nous saurons surmonter les attaques d'une Russie aux ambitions impérialistes, qui a démontré son mépris du droit international. Ensemble, nous sommes aux côtés de l'Ukraine. En 2022, la République de Moldavie est devenue candidate
à l'adhésion à l'Union européenne. Ce moment mémorable s'est déroulé pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Sans le soutien de la France, cela n'aurait pas été possible. La confiance accordée par l'ensemble des États membres à mon pays et à mes concitoyens nous oblige. Nous sommes prêts à remplir nos engagements en tant que futurs membres de la famille européenne. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'attention accordée à mon pays. Soyez les bienvenus à Moldavie. Vă mulțumesc! Bien, c'est maintenant la petite minute de publicité, pas pour Yves Tréhard qui va me succéder à la tribune et qui n'en a pas besoin, mais parce que vous me verrez peut-être tout à l'heure, vers la fin de la cérémonie, m'esquiver un peu rapidement. Ce n'est pas du tout parce que je désapprouve les ultimes choix de mes camarades du jury, mais parce qu'à 21h, je dois entrer en scène au théâtre de Passy, dans la peau de Paul Morand, et ça nécessite un tout petit peu de transformation. Je vous invite d'ailleurs tous à venir voir cette pièce, Mademoiselle Chanel en hiver. Nous allons maintenant remettre le prix du sénateur de l'année, qui aurait pu être le prix de la sénatrice de l'année, et qui sera les deux. C'est assez régulier dans l'histoire du trombinoscope de récompenser des duos de parlementaires, parce que dans ces assemblées, on sait parfois faire tomber les étiquettes pour s'unir et travailler en profondeur sur un sujet d'intérêt général. Ça n'empêche pas l'opposition, l'adversité, mais ça montre qu'il y a quelque chose au-delà de la politique qui s'appelle l'intérêt général. Pour remettre le prix de sénateur et sénatrice de l'année 2022, je demande à Yves Tréhard de venir sur la scène. Pour Le Figaro, bien sûr. Cher Christophe Paul Morand, Madame la Présidente, Madame l'Ambassadrice, Messieurs, Mesdames les sénateurs, sénatrices, députés, et je ne ferai pas de l'écriture inclusive comme certains ont pu le faire tout à l'heure. S'il fallait la preuve que l'expression « train de sénateur » est complètement dénuée, eh bien, Madame Assassi, Monsieur Bazin, vous l'avez apporté. Vous l'avez apporté avec cette commission d'enquête que vous avez menée rondement sur le travail des agences et des cabinets privés de conseil qui apportent leur contribution à certaines décisions de la sphère publique. Et vous avez mené ça tellement rondement et de façon tellement efficace que le sujet s'est invité au cœur de la campagne électorale de la présidentielle de 2022 et que ça a quand même créé un peu le trouble. Et puis très rapidement aussi, eh bien, cette commission, le rapport que vous avez rendu, s'est transformé en une intention de faire une proposition de loi, justement pour davantage réguler le travail de ces fameux cabinets. On attend impatiemment les débats qui vont les accompagner. À mon avis, ils vont être assez agités, assez fournis, si tenté, vous me permettrez, que cette heure arrive et vous me permettrez d'en douter. Alors, je vais un peu calmer quand même cet enthousiasme en vous disant que vous n'avez pas découvert la Lune en faisant ce travail, et vous n'avez pas inventé l'eau chaude non plus. Ça faisait quand même très longtemps qu'on savait qu'il y avait des cabinets conseils qui travaillaient pour des ministères, pour la sphère publique. Mais simplement, ça a pris un volume énorme, ça a pris une importance considérable. Aujourd'hui, en 2021, je crois que ça a dû correspondre à peu près à 1 milliard d'euros de dépenses dans un pays où on ne compte plus, c'est vrai, mais où on n'a pas beaucoup d'argent à dépenser, plus beaucoup d'argent à dépenser, même si on vit évidemment à crédit. Alors, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est vrai que ça serait important de réguler tout ça, parce que je trouve que cette dépense est symptomatique d'un État, chez nous, qui ne fonctionne plus correctement.
Et cette dépense systématique en recourant à des cabinets conseils, eh bien, ça montre deux choses, ou de deux choses l'une. Soit l'État est devenu complètement incompétent, soit, eh bien, il organise son incurie. Ce qui est tout aussi grave, et peut-être encore plus grave. Et quand on voit le délitement de certains services publics aujourd'hui en France, qui étaient jadis une fierté nationale, eh bien, dans les transports, l'hôpital, l'école ou ailleurs, eh bien, on est pris de vertige et on prétend que ces cabinets de conseil ne font que conseiller, mais j'ai bien peur que malheureusement la décision finale revienne parfois non pas à l'autorité publique, mais à ces cabinets de conseil précisément. Est-ce toujours vrai? J'ai la faiblesse de penser qu'ils sont de plus en plus décideurs, et le début de la campagne de vaccination en France contre le Covid-19 semble l'avoir d'ailleurs démontré de façon assez significative. Et au passage, d'ailleurs, ces cabinets de conseil, c'est un journaliste du Figaro qui le dit, on peut aussi un peu dénoncer le fait qu'ils payent très peu d'impôts chez nous et qu'ils jouent à fond l'optimisation fiscale, ce qui est après tout à fait légal. Et pour cause, ils la jouent puisqu'ils connaissent par cœur les règles du jeu. Et le proverbe dit vrai, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et s'il y a un petit scandale, eh bien, il est ici. Alors parlons de vous un peu maintenant. Eliane Assassi, vous avez donc lancé avec votre groupe communiste au Sénat cette commission d'enquête, et vous êtes vraiment, j'ai regardé un petit peu votre parcours politique, de la race des Français qui s'engagent en politique et qui s'engagent pas pour faire semblant, et très jeune, avec des convictions chevillées au corps, puisque vous avez rejoint le Parti communiste français à l'âge de 14 ans, si je ne me trompe pas, quand d'autres pensaient davantage... alors là, je vais m'attirer des sifflets à la Marelle, à moins que vous préfériez, à l'époque, jouer au football. Vous êtes donc élue de Seine-Saint-Denis et vous êtes sénatrice depuis 2004, mais auparavant, vous avez connu le travail en usine, alors que votre mère faisait des ménages. Merci à vous aussi, Arnaud Bazin, qui a travaillé avec vous, et qui, lui, a découvert la politique un peu plus tardivement. Il est devenu sénateur en 2017, mais vous avez été élu local, notamment dans cette bonne ville de Persan, dans le Val d'Oise, et vétérinaire de métier. Alors lui, vous, la politique vous habite quand même, parce qu'on sent que vous êtes convaincu et que vous avez des réelles convictions, mais alors vous avez fait un drôle de choix. Vous avez adhéré à un parti en voie de disparition en 2015. Je me suis peut-être trompé. C'est le parti des Républicains, pardon. Bon, vous me confirmerez ça peut-être. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une femme de gauche et un homme de droite qui travaillent main dans la main, ben, c'est la preuve que les bonnes causes n'ont pas de frontières partisanes, pardon. D'ailleurs, la proposition de loi que vous vouliez porter a été co-signée par la quasi-totalité, ce qui n'est pas toujours fréquent, des membres de la commission d'enquête que vous avez pilotée. À vous désormais de convaincre le gouvernement de votre texte pour qu'il aboutisse. Et ça, à mon avis, c'est une autre paire de manches. Bravo à vous. C'est vrai qu'on s'entend bien avec Arnaud. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Trombinoscope et Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, je voudrais vraiment vous remercier pour ce prix et je voudrais moi aussi
remercier un certain nombre de travail parce que le rapport que nous avons rédigé, sur lequel nous avons travaillé, est le fruit aussi de plusieurs éléments. Je voudrais d'abord partager et remercier les élus de mon groupe, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste que j'ai l'honneur de présider depuis plus de 10 ans maintenant. Les remercier et partager ce prix avec eux parce que c'est ensemble, collectivement, que nous avons fait le choix du thème de cette commission d'enquête, l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Partager aussi ce prix avec les instances du Sénat qui ont validé le thème de cette commission d'enquête. Partager aussi avec l'ensemble des membres de la commission d'enquête, et particulièrement, même s'il va recevoir, il a reçu lui aussi un prix, avec Arnaud Bazin, qui a présidé avec talent cette commission d'enquête. Ensemble, je crois que nous pouvons vous dire toute notre reconnaissance, car ce prix distingue un beau travail sénatorial, un travail collégial, un travail transpartisan, respectueux, avec beaucoup de bienveillance aussi, car cela a été dit, Arnaud est membre du groupe Les Républicains au Sénat, et je suis donc une communiste convaincue, et ce depuis des décennies. Et nous avons pu trouver ensemble le chemin qui a abouti à ce beau travail sénatorial. Je voudrais aussi remercier et partager ce prix avec les collaboratrices et les collaborateurs de mon groupe, car je dois dire qu'ils ont... il y avait la commission d'enquête, bien évidemment, mais il y avait d'autres choses, hein. Il y avait des textes en séance. Ils m'ont aidé, et puis je dois dire qu'ils m'ont quand même quelquefois supporté durant ces plusieurs mois. Et enfin, remercier les administrateurs du Sénat, mettre ici à l'honneur leur talent, leur professionnalisme. Ce sont des fonctionnaires qui ont le sens de l'intérêt général. Et je dois dire que le rapport qui est là, c'est grâce à eux, parce qu'ils nous ont accompagnés pour organiser nos auditions. Et puis, ils ont pris le temps d'éplucher, d'analyser des milliers de documents. Et sincèrement, je les remercie. Alors, je dois dire que nous ne nous attendions pas du tout à la résonance qu'a pu prendre ce rapport. Sincèrement, la presse avait pourtant fait un énorme travail sur les cabinets de conseil privés. J'ai lu tous les publications qui ont été faites bien avant, effectivement, que nous décidions de cette commission d'enquête. Et il y avait déjà dans la presse certains éléments qui nous laissaient à penser que quelque chose ne fonctionnait pas bien dans notre pays. Et il faut dire que plusieurs auditions publiques ont rapidement montré que nous étions face à un phénomène que nous qualifions de tentaculaire, un manque flagrant de transparence sur les missions qui sont confiées à des cabinets privés, et je dois le dire, trop souvent un ratage, je vais le dire comme ça, dans les missions qui ont été confiées, qui pour autant ont été payées avec de l'argent public, alors sans parler des missions dont on peut encore s'interroger, me semble-t-il, sur la pertinence. Adopté à l'unanimité des membres de la commission d'enquête représentant chaque groupe politique du Sénat, mon rapport a été donc adopté à l'unanimité et ces recommandations ont été effectivement reprises dans une proposition de loi. J'y viens. Celle-ci a été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat au mois d'octobre dernier. Nous sommes au mois de février 2023. Il conviendrait peut-être maintenant, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle soit débattue et soumise au vote des députés. Or, je dois dire, parce que nous nous heurtons quand même à un mur de la part du gouvernement. Alors, c'est dommage, c'est vraiment dommage, car la France s'honorerait d'être le pays précurseur en la matière,
d'autant que des collègues parlementaires d'autres pays, et je pense particulièrement au Canada, portent les mêmes exigences que nous. Ils sont en train de travailler sur une commission d'enquête et sur le recours à des cabinets privés, et il y a déjà des sommes faramineuses qui explosent dans la presse. Alors je profite de ce moment qui m'est offert par le trombinoscope pour vous adresser un message aussi à Madame la Première ministre, vous adresser un message, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, pour vous demander, je ne vous prierai pas, mais c'est une doléance, pour vous demander d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat. Je crois qu'on ne peut pas se contenter de l'Assemblée, pardon, je crois que on ne peut pas se contenter quand même de quelques annonces ici ou là, comme encore quelques annonces la semaine dernière, qui ne règlent rien sur le fond, d'autant que des journalistes, là encore, publient régulièrement des nouvelles informations sur des missions qui sont confiées à des cabinets privés, et ce, toujours dans la plus grande opacité. Donc, encadrer le recours à des cabinets est une exigence démocratique à laquelle il conviendrait de répondre, et ce, au plus vite. Je vous remercie. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame l'ambassadrice, mes chers collègues parlementaires, Monsieur le Président de l'AMF, Monsieur le Président du trombinoscope, Mesdames et Messieurs, quand on est président d'une commission d'enquête, il est très pratique d'avoir une rapporteure de la trempe d'Éliane Assassi, parce qu'elle a dit tout ce qu'il y avait à dire, ce qui fait que l'exercice qui m'échoit maintenant est un peu délicat. Je vais quand même peut-être apporter quelques précisions, bien que son propos ait été particulièrement fouillé. Et commencer bien sûr par des remerciements. Des remerciements d'abord à la presse, qui nous fait l'honneur de nous distinguer de cette façon. Je signale d'ailleurs à la presse que dans les 2 opuscules de notre rapport, il y a une mine d'informations qui demande encore à être approfondie par vos moyens d'enquête, puisque vous nous avez donné déjà de la matière dans nos premiers travaux, nous les avons utilisés, synthétisés, nous les avons complétés et maintenant nous les restituons au public pour qu'il continue à vivre, cela va de soi. Je voulais aussi remercier tous mes collègues de la commission d'enquête, car ils y ont été d'un grand apport, ils y ont été assidus, ils ont posé des questions qui ont relancé bien des débats, et je crois que ça a été une belle aventure partagée par nous tous. J'associe aussi mes remerciements à nos administrateurs. Nous avons réalisé 40 auditions, entendu 47 personnes sous serment et analysé 7300 documents. Alors je vais vous dire la vérité, ce n'est pas Éliane Assassi et Arnaud Bazin qui ont analysé 7300 documents, d'ailleurs souvent reçus dans la nuit et analysés pour le lendemain matin. Non, ce sont nos administrateurs du Sénat sans qui, évidemment, nous n'aurions pas pu rendre ce rapport, ni synthétiser tous ces éléments sous forme d'une proposition de loi, donc je voulais aussi très solennellement les remercier ce soir. Alors je suis très heureux que nous soyons distingués pour ce travail, parce que ça permet de mettre en lumière une fonction absolument essentielle du Parlement que nos concitoyens ne connaissent pas. Ils pensent que nous votons la loi et que nous avons quelques discussions animées au moment des questions d'actualité au gouvernement. Mais nous avons aussi une fonction de contrôle qui est très chère au Sénat et à son président d'ailleurs. Et cette fonction de contrôle, elle est vitale pour notre démocratie. Nous n'avons pas voulu, Monsieur Tréhard, désolé de vous contredire, semer le trouble, mais justement mettre un peu d'ordre. Et c'est notre participation à un ordre républicain meilleur que vous avez distingué là. En effet, au-delà de ce rapport, il y a une proposition de loi de 19 articles qui propose de mettre de la transparence dans l'intervention des cabinets de conseil, car personne ne met en doute la nécessité pour l'État de recourir à l'occasion, quand c'est justifié, à ces cabinets de conseil. Donc de la transparence, d'une part, mais aussi du contrôle. L'explosion, la multiplication par 2 en 3 ou 4 ans des dépenses en la matière n'est pas justifiable. Donc il faut qu'il y ait des systèmes qui permettent de maîtriser cela. Mais aussi mettre de la déontologie, qui est purement déclarative aujourd'hui de la part de ces cabinets et absolument pas suffisante à nos yeux. Et enfin, que nous nous préoccupions de ce que deviennent les données, nos données à nous, Français, des données de l'État, qui sont donc remises à ces cabinets pour les traiter,
nous devons nous préoccuper de ce qu'elles deviennent par la suite. Voilà. Donc, transparence, contrôle, déontologie et surveillance un peu précise des données. Voilà le travail que nous proposons, Madame la Présidente, et je ne doute pas que cela suscitera beaucoup d'intérêt de la part de nos collègues députés. Voilà, donc je me réjouis de ce travail partagé. Nous avons montré au Sénat que nous pouvons travailler de façon transpartisane pour l'intérêt général, et je crois que c'est à mettre aussi en évidence devant nos compatriotes qui parfois désespèrent un peu de leur représentation nationale. Bien, il y a quelques motifs d'espérer, j'en suis très heureux. Je déteste l'écriture inclusive, mais je savais que ça agacerait Yves. Je vais bousculer un peu le protocole, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais à 21h, je joue dans une pièce qui s'appelle Mademoiselle Chanel au Théâtre de Passy. Je vais donc remettre maintenant le prix de la personnalité politique de l'année qui a été décerné, non sans discussion mais sans surprise, à Elisabeth Borne. Elisabeth Borne n'est pas parmi nous, le ministre de l'année la représente. La cérémonie est tombée pile dans l'heure de repos semestrielle d'Elisabeth Borne. À moins qu'elle ne soit occupée par la réforme, cette fameuse réforme sur laquelle l'Assemblée aura passé 653 heures à préparer un vote qui n'aura pas lieu. Cela s'appelle la démocratie, à défaut de s'appeler le bon usage de nos impôts. Pour certaines tâches, la pénibilité n'est pas à démontrer. C'est le cas du poste de Premier ministre. Heureusement, peu de titulaires y ont cumulé 43 années de cotisation. On peut parler pour tous de carrières courtes et même pour certains de carrières très courtes. Après sa réélection, le président Macron veut nommer une femme à Matignon. C'est peut-être pour cela qu'il choisit comme troisième Premier ministre quelqu'un qui a fait l'X. Mais il n'y a pas que les chromosomes qui comptent, il y a les qualités d'Elisabeth Borne. Travailleuse, courageuse, dure à la tâche, pudique aussi, émouvante même, elle l'a montré à la presse comme aux Français. Nous avons placé cette cérémonie sous le signe du théâtre. Elle flotte, elle hésite, en un mot, elle est femme. Cet alexandrin n'est pas de moi, il est d'Athalie, pas Jacques Attali, mais Athalie, la pièce de Racine. Eh bien, Elisabeth Borne a fait mentir complètement ce propos, cette définition, un tantinet misogyne du poète. Elisabeth Borne ne flotte pas, elle n'hésite guère. Elisabeth Borne est la deuxième femme nommée à Matignon, avec pour mission de faire oublier la première. En tout cas, de rester plus longtemps qu'elle en poste. Il s'agit donc de dépasser 10 mois et 18 jours, ce qui nous emmène au tout début du mois d'avril, c'est-à-dire juste après la fin de la deuxième lecture de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. CQFD. Durer et endurer, c'est le mantra bien connu des chefs de gouvernement. En termes de résistance, Elisabeth Borne s'en tire pas mal. Il est vrai que quand on a travaillé à la SNCF et avec Ségolène Royal, on résiste à tout. Pour avoir dépassé 6 mois en place, selon la tradition, Elisabeth Borne a été élevée le 22 décembre à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite National et ceinte par le président de la République du cordon bleu qui va avec cette distinction. Oui, ce n'est pas une croix, bien qu'on la porte beaucoup à Matignon, c'est un cordon bleu. Il est vrai qu'Emmanuel Macron lui a demandé de mijoter les réformes sans faire déborder la marmite, même quand le pays entre en ébullition. Elisabeth Borne a été nommée à Matignon un 16 mai, le 16 mai 2022. Or, le 16 mai est une date synonyme de crise pour la République. En 1877 commence ce jour-là un bras de fer entre la Chambre et l'exécutif, un bras de fer qui se termine par une dissolution. Tiens. Elisabeth Borne saura-t-elle transformer son parcours en destin et rêver et aller plus haut encore? Quand on a été chef du gouvernement, il y a 3 solutions pour aller plus haut, pour aller au sommet. Avoir beaucoup de chance, être complètement fou et faire un coup d'État. On l'imagine mal choisir la 3e solution, elle ne correspond pas du tout à la seconde, et les événements actuels font un peu douter de la première. Mais la vie n'est pas seulement à l'Élysée. D'autres aventures, quoi qu'il arrive, attendront Elisabeth Borne, toujours au service du pays. Elle est passée par le corps des ponts et chaussées, puis par les rails de la RATP et de la SNCF, avant de prendre le train En Marche en 2017, puis de grimper dans l'Express du Destin en 2022. Il lui reste donc à s'occuper de l'aérien.
Air France, Airbus, Ariane Espace, nous verrons bien. Prendre l'air après Matignon est toujours une bonne solution. Et si Elisabeth Borne, que certains voient à peine aller jusqu'en Mars, allait en fait un jour sur Mars? Quand on s'appelle Borne, on n'a pas peur de faire des kilomètres. Je vais remettre... Le prix va être remis par le partenaire de ce prix de la personnalité politique de l'année. Le partenaire est CCI France et je demande à son président, M. Alain Di Crescenzo, de nous accompagner sur l'estrade pour remettre le diplôme. Permettez-moi, avant de remettre ce prix à Madame la Première ministre... Alors, pourquoi vous riez? Non, permettez-moi simplement de dire quelques mots, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, pour vous dire que, au fond, est-ce que je suis un homme déçu? Parce que c'est vrai que remettre un prix à quelqu'un qui n'est pas là, c'est toujours un peu embêtant. Mais je veux dire que je suis un homme heureux, pour deux raisons. La première, c'est que je vais avoir le droit de refaire ça avec la Première ministre, parce qu'on s'est dit, avec le trombinoscope, on ne pouvait pas manquer cette occasion. Et la deuxième, c'est que je vais faire la deuxième raison, c'est que je vais faire le job, comme si donc la Première ministre était ici. Et je veux simplement vous dire que ce prix fait écho, bien sûr, à la carrière politique de notre Première ministre, mais aussi à sa carrière qui a été citée par M. Barbier, sa carrière exceptionnelle au sein de la fonction publique et aussi au sein du monde de l'entreprise. Alors, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais je suis président de Chambre de commerce et j'aimerais insister sur quelques sujets. Premièrement, je voudrais rappeler quelques souvenirs que j'ai avec la Première ministre. Souvenirs lorsqu'elle était ministre des Transports, qu'elle est venue à Toulouse et c'était un peu chaud. Et je me rappelle l'avoir reçue en tant que président de la Chambre de commerce de Toulouse et c'est un moment un peu dur. Je me suis dit, oulala, quelle dame de caractère. Et le deuxième souvenir que j'ai et que je veux partager avec vous, c'est alors qu'elle est ministre du Travail, je suis élu depuis quelques jours, elle m'appelle et elle me dit « Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez la loi de 2014 sur l'immersion professionnelle ?» Alors bien sûr, on m'avait préparé quelques notes, mais si vous voulez, j'étais un peu gêné parce que je ne la connaissais pas sur le bout des doigts. Et elle m'a dit « Monsieur le Président, je voudrais qu'on essaie quelque chose ensemble. J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour ces chômeurs de longue durée et ces métiers sous tension. » Et donc on a travaillé ensemble, on a fait une opération extraordinaire. On a appelé 52 000 entreprises. Et sur ces 52 000 entreprises, 10 000, soit plus de 20%, nous ont dit OK pour jouer le jeu et recevoir des chômeurs de longue durée. Vous dire que je veux aussi citer son parcours de femme d'entreprise, parcours extraordinaire, SNCF, Eiffage, RATP, vous n'avez pas dit Eiffage. Et simplement, si elle avait été là, je lui aurais dit la chose suivante. Bien sûr, ce parcours est extraordinaire, mais je voudrais saluer la femme de conviction, la femme d'action, la femme de détermination et de courage. Je crois que le courage, je le démontre particulièrement ou singulièrement actuellement. Et j'aurais dit la chose suivante aussi, j'aurais cité un auteur qu'elle aime beaucoup, j'aurais cité un auteur qui s'appelle Arto Passilina. Alors il n'est pas très connu, il est finlandais. Et simplement, ce que j'aurais cité, c'est la phrase suivante. La vie, c'est un peu comme une longue route. Il faut savoir la parcourir avec calme et détermination, sans se laisser distraire par les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Voilà, Monsieur le Ministre, donc vous allez me faire une promesse, c'est de lui remettre ce prix. Et puis, je vous remercie à toutes et à tous et merci au trombinoscope. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. La Première ministre, qui ne pouvait être là, m'a chargé de transmettre un message qu'elle m'a envoyé et que donc je vais lire fidèlement. Je n'ai malheureusement pas pu me rendre à cette cérémonie ce soir en raison de l'actualité. Je remercie le trombinoscope pour ce prix. Je suis une femme, merci de ne pas isoler cette phrase dans ma bouche et la sortir de son contexte pour ceux qui filment. Je suis une femme succédant à deux femmes. J'y vois une reconnaissance du progrès de l'égalité entre les femmes et les hommes et peut-être d'une forme de pugnacité en politique. Je vais poursuivre sans relâche mon engagement pour les Français. Mon objectif,
c'est de trouver des solutions aux problèmes et de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, pas de prospérer dessus comme le font certains. Merci pour tout. Nous sommes ici dans l'Assemblée nationale où les débats, la semaine le prouve encore, sont fondamentaux pour notre démocratie. Donc le prix du député ou de la députée de l'année est chaque année un moment de vif débat, parce que la vie de l'Assemblée nationale est scrutée par les médias et donc les lauréats possibles sont très nombreux et c'est le moment du déjeuner où souvent on a le plus de disputes. Mais nous savons trouver la paix et pour annoncer le prix du député ou de la députée de l'année 2022, j'appelle Nathalie Moret à la tribune pour le groupe Les Bras. Bonsoir à tous. Yael Braun-Pivet, vous avez dit tout à l'heure que c'était un jour heureux pour les politiques parce que les journalistes étaient là et disaient du bien des politiques. Alors même si effectivement l'attribution et le choix du député de l'année n'est pas forcément le plus simple chaque année, cette année, sans trahir trop nos débats, ça n'a pas été si compliqué que ça. Chère Aurore Berger, puisque c'est vous, cette année, qui êtes députée de l'année. Si on a choisi de vous donner ce prix, c'est parce que vous avez enfin un travail à votre mesure. Je parle évidemment du rôle, de la fonction de présidente du groupe Renaissance et de ses 170 députés. C'est la première fois, on est en 2022, c'est la première fois qu'une femme occupe la présidence du premier groupe majoritaire à l'Assemblée. C'est fou quand on y pense. 2022, il a fallu attendre 2022. Bref, et vous voilà, vous, occupant ce poste. Je dis que si vous avez un travail enfin à votre mesure, c'est parce que cela rend hommage à votre sens aigu de la politique. Être présidente de Renaissance, en ce moment, avec une majorité très relative, en plein débat qui mettent des milliers de personnes dans la rue, c'est pas vraiment de tout repos. Alors, c'est prestigieux, ça restera sur une carte de visite, ça fait une page de plus sur votre CV, mais c'est quand même difficile. C'est chronophage. Et il y a beaucoup de coups à prendre. Or, chère Aurore, vous avez pris beaucoup de coups depuis que vous êtes élue députée, depuis 2017. À cette époque-là, vous avez battu Jean-Frédéric Poisson, qui était plus connu que vous à l'époque, qui a, on va le dire, assez mal vécu le fait d'avoir été battu par vous. Et comme Jean-Frédéric Poisson, les oppositions ne vous ont jamais épargné. Et parfois, je dis bien parfois, les coups sont venus même de votre propre camp. Mais, chère Aurore Berger, vous êtes résiliente. Vous avez le cuir épais comme tous les gens qui adorent la politique. Vous ne lâchez rien, jamais rien. Surtout quand ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous défendez, comme, par exemple, ces quelques derniers mois, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vous avez porté ce sujet de façon très politique, mais aussi de façon très personnelle. Les gens qui vous entourent, et il y en a quelques-uns, ici, là, derrière vous, dites que vous êtes bosseuse, courageuse, pointilleuse, déterminée, que vous ne négligez jamais aucun détail, presque un peu pénible parfois. Cette année 2022, on ne va pas se mentir, ça a été pour vous une grande année politique et c'est pour ça que vous avez ce prix. C'est aussi une grande année personnelle, car vous avez eu une petite fille. Chère Aurore Berger, merci d'avoir trouvé 5 minutes pour venir recevoir ce prix, parce que on va dire que ce n'est pas
la meilleure quinzaine que vous avez vécue depuis que vous êtes présidente de Renaissance, mais on espère que ça vous aura fait une pause. Bienvenue. Vous succédez à Yaël Braun-Pivet. Vous savez donc que c'est un prix qui porte bonheur. Je vous en souhaite plein et je suis ravie de vous remettre le prix de la meilleure députée de l'année. Merci, chers membres du jury. Merci, chère Nathalie, Madame la Présidente de l'Assemblée. Chère Yaël, puisque j'ai donc l'honneur et le bonheur de te succéder. Monsieur le Ministre, cher Gabriel, et puis surtout, chers collègues, et je salue aussi évidemment toute mon équipe qui travaille à mes côtés et qui subit aussi, du coup, mon côté pointilleux. Je ne suis pas très habituée à recevoir des prix, j'ai jamais été très sportive, donc au moins pour une fois j'en aurai un que je pourrais transmettre à mes parents et qui sera en bonne place chez eux. Plus sérieusement, je voulais, en rebond à ce qui a été dit au cours de la soirée, peut-être partager avec vous quelques convictions, notamment par rapport à ce qui a été dit par les sénateurs. Pas pour répondre directement sur votre proposition de loi, mais parce que, comme vous l'avez dit, et je vous en suis très reconnaissante, j'aime profondément la politique. Profondément. Et je crois que c'est ça qui doit pouvoir nous réunir. Considérer que si nous avons été élus, c'est pour exercer les responsabilités que nous avons. Si nous avons un pouvoir qui nous a été délégué par les Français, ça n'est pas pour s'en remettre à d'autres, mais c'est pour l'exercer nous-mêmes. Et par rapport au combat essentiel, vital, assez viscéral, je crois, pour moi et pour beaucoup d'autres ici, face au populisme, je crois que c'est ça, en fait, que nous devons réaffirmer. C'est le primat du politique. C'est de dire que les décisions, nous devons les prendre nous et non pas, encore une fois, les laisser à d'autres. Parce que les populistes ont une réponse très simple, sinon, ils disent que quand eux arrivent au pouvoir, ils l'exercent. Alors je pense que quand nous sommes au pouvoir, quand nous sommes aux responsabilités, notre mission première, évidente, nécessaire, c'est d'exercer ce pouvoir et ces responsabilités. Et c'est aussi d'essayer d'être digne de la maison dans laquelle vous nous remettez ce prix. C'est des semaines, en effet, qui sont ardues, mais ce n'est pas les semaines les plus difficiles, parce que c'est des semaines aussi qui soudent. Et je salue évidemment mon groupe, mais même tous les autres groupes, parce qu'en fait, on a une émulation collective qui naît dans ces moments-là et qui naît d'autant plus dans l'adversité que nous pouvons évidemment traverser. Mais moi, il ne m'est pas arrivé une seule journée où... entrant dans l'hémicycle, je n'ai pas considéré que s'il y avait un caractère exceptionnel d'y être. Et donc, il fallait être digne de ce lieu. Et ce qui me chagrine, ce qui m'inquiète, et ce qui devrait nous inquiéter, c'est tous les messages que nous recevons des Français qui trouvent que le spectacle donné depuis quelques semaines n'est pas à la hauteur du lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, et n'est pas à la hauteur des débats que nous devrions avoir, même si le combat politique peut être vif. Et c'est bien ça la difficulté, comment faire en sorte que cette Assemblée, comme tu l'as dit, chère Yaël, nouvelle, beaucoup plus vivante, reste malgré tout digne dans les débats que nous pouvons pratiquer. Et je ne veux plus continuer à recevoir à longueur de journée des messages, des SMS, des mails, dire mais quel est le spectacle qui est en train d'être offert aux Français et qui nous consterne. Nous avons la chance et l'honneur de les représenter et il nous appartient d'en être profondément dignes. Et c'est très frappant de voir à quel point la dignité, elle est beaucoup plus présente dans les manifestations qu'elle n'est présente ici dans notre hémicycle. C'est très frappant et ça devrait quand même nous interroger sur ce que nous sommes et sur la manière avec laquelle nous devons toutes et tous nous interroger sur nos comportements et la manière avec laquelle nous vivons tout simplement profondément la politique. Voilà les quelques convictions que je voulais partager avec vous. Je crois qu'on a une chance inouïe qui est que pour une fois, et vous le savez parce que vous connaissez la vie parlementaire, vous la regardez, vous la scrutez, vous la commentez, mais vous savez à quel point ça a souvent été assez confidentiel. Pour une fois, ça ne l'est pas. Pour une fois, la vie politique, elle se passe ici, elle se passe à l'Assemblée nationale, elle se passe au Sénat, on est scruté, on est regardé. Et on n'a pas le droit de gâcher l'opportunité qui nous est offerte
de dire aux Français qui nous sommes, pourquoi nous avons fait le choix de conviction d'être élus et pourquoi nous avons eu la volonté à un moment de nous présenter face à leur suffrage. Alors j'espère que collectivement, on saura être à la hauteur très sincèrement de cette responsabilité qui est la nôtre, ou alors je crains que nous ayons des jours un peu moins heureux. Et puis je suis ravie d'avoir été là, ne serait-ce que pour entendre Sonia Mabrouk appeler Fabien Roussel camarade. Rien que pour ça, je crois que c'était en effet une très belle soirée. En tout cas, je vous remercie et je suis très fière et très heureuse de te succéder sur cette nomination, chère Yael. Merci à vous. Alors le dernier prix qui va être remis ce soir est au ministre de l'année. Donc c'est à Gabriel Attal qui a particulièrement marqué l'année 2022 et qui encore en ce début d'année 2023 est particulièrement incontournable, notamment dans l'hémicycle. Et je laisse donc Ludovic Vigogne du journal L'Opinion vous présenter ce prix. Cher Gabriel Attal, c'est vous que nous avons décidé ce soir de récompenser comme ministre de l'année. Mais en fait, à la réflexion, je me demande vraiment si nous avons bien fait. Dans une période où la sobriété énergétique est devenue la règle, on ne peut pas dire en effet que vous donniez l'exemple. Tout le monde le constate, votre consommation de lumière médiatique est très élevée. Quand on ne vous entend pas dans les matinales radio, on peut vous lire dans les colonnes des journaux. Partout, Gabriel étale ses punchlines. Vous êtes omniprésent. Même maintenant, cela commence sur les plateaux des 20h, même sur les portes des frigos, puisque c'est là que votre mère accroche les unes des journaux à votre gloire quand vous venez partager le déjeuner dominical. Comme dirait l'autre, Gabriel et les glaçons à table. Depuis mai dernier, après avoir été 2 années un porte-parole remarqué, vous avez emménagé à Bercy, au 5e étage. Bon, il paraît que le voisin du dessus est un peu bruyant, que le niveau d'UBM, de BLM est assez élevé, mais vous vous plaisez bien à cette nouvelle adresse. Ministre délégué en charge des comptes publics, c'est ce que vous souhaitiez. À vous, projet de loi de finances, PLFSS, odes aux exploits des douanes françaises. En 8 mois, vous êtes parvenu à imprimer votre marque. Vous êtes celui qui coupe le robinet du quoi qu'il en coûte, celui qui s'oppose à toute nouvelle taxe, celui qui ne manque jamais une occasion de parler à la France qui bosse, aux classes courageuses, comme vous l'avez dit la semaine passée dans cette maison lors d'un discours très remarqué. Vous êtes celui qui lutte contre la fraude, celui qui discute aussi. Cet automne, vous avez organisé les dialogues de Bercy pour associer les députés des oppositions aux travaux budgétaires. Même si cela n'a pas empêché une rafale de 49.3, tous les participants ont reconnu que vous n'étiez pas dur de la feuille d'impôt. M'a demandé d'ajouter Christophe juste avant de partir. Je ne sais pas si vous le savez, il est parti et joué. Bref, depuis 8 mois, vous vous épanouissez. Avec Bruno Le Maire, votre ministre de tutelle, votre tandem est parfaitement huilé. Vous vous êtes répartis les rôles. Lui, c'est col roulé. Vous, c'est roulé jeunesse. Gabriel Attal, votre prochain défi est himalayesque. À partir de ce printemps, vous allez tenter de dénicher des économies. On le sait, notre dette, nos déficits battent des records dans un contexte financier très menaçant. On nous souhaite beaucoup plus de succès que lorsque vous avez traqué Xavier Dupont de Ligonnès, puisque, attention, séquence ambition intime, vous faisiez partie des groupes d'enquêteurs amateurs qui avaient fleuri sur les réseaux sociaux pour rechercher la trace de ce charmant père de famille. On ne prête qu'aux riches, comme dirait Caroline Cailleux. On vous prête donc, monsieur le ministre, tous les avenirs, vous qui avez, malgré votre jeune âge, 33 ans, déjà un très joli passé. On voit l'élu des Hauts-de-Seine que vous êtes depuis 2017 s'asseoir dans le siège de maire de Paris en 2026. On notera au passage que la Macronie s'est d'ores et déjà mis au goût de la capitale, puisque dans ses rangs, il y a un sacré embouteillage de candidatures. On vous imagine, entre-temps, promu à un grand ministère, ou pourquoi pas un jour à Matignon. Mais attention, pour ce poste, vous avez un défi à relever si vous voulez être à la hauteur de votre réputation. Vous avez été, je le rappelle, le plus jeune ministre de la Ve République en devenant secrétaire d'État à la jeunesse en 2018. Laurent Fabius a lui été promu Premier ministre à seulement 37 ans. Il vous reste donc 4 ans pour battre ce record. Et puis, bien sûr, évidemment,
On vous devine déjà candidat un jour à l'Élysée. Connaîtrez-vous, si cela se vérifie, une voix royale, vous qui pouvez réciter par cœur le discours de la candidate socialiste à Villepinte en 2007? Vous qui vous nourrissez de plusieurs bananes par jour, suivrez-vous plutôt le chemin de Jacques Chirac avec son manger des pommes ou celui d'Alain Juppé qui avait une super pêche? En fait, je ne crois pas. Je pense que vous saurez dessiner votre propre chemin. Au sein de la Macronie, vous entendez être celui qui entretiendra la flamme du déplacement. L'avenir nous dira si vous serez un jour son arme fatale. Pardon. Et j'appelle Sophie Sabot-Barcé, présidente du Conseil supérieur du notariat, partenaire du prix du ministre de l'année, qui va vous le remettre, Gabriel. Merci beaucoup. Eh bien, Monsieur le ministre, je vous le remets. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord, Monsieur le ministre, de vous féliciter chaleureusement pour ce prix qui vous récompense, mais aussi qui vous oblige. Je représente ce soir les 17 000 notaires de France, une institution ancrée dans la société, placée sous le garde des Sceaux et de la responsabilité. Nous sommes certes rattachés au garde des Sceaux, mais nous avons un lien très fort avec le ministre du Budget. Nous portons, avec les services de Bercy, une responsabilité partagée dans le cadre d'une convention d'objectifs. Le notariat est viscéralement attaché à cette responsabilité qu'il doit à la collectivité, mais aussi à son indépendance qu'il doit à ses clients. Il a pour socle la foi publique, il a pour finalité le bien public. Je crois que dans cette salle, nous pouvons nous retrouver autour de cette notion de bien public qui est la raison d'être de la République et donc la raison d'être de la cérémonie de ce jour. Encore bravo, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ce prix, merci aux membres du jury, merci à Ludovic Vigogne pour ses mots, merci Madame la Présidente pour la remise de ce prix. On s'est vu en fait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là avec un peu de surprise, en tout cas me concernant. On s'est vu il y a quelques semaines, effectivement on a beaucoup de sujets ensemble avec les notaires qui ont un certain nombre de demandes et d'exigences vis-à-vis de Bercy. D'ailleurs vous auriez dû attendre de m'avoir remis le prix pour venir me voir en rendez-vous. J'aurais peut-être été plus ouvert encore à vos demandes, je plaisante, mais les notaires, évidemment, ont un rôle absolument essentiel. Ils collectent 36 milliards d'euros de droits d'enregistrement chaque année pour les finances publiques, et en ce moment, on en a bien besoin. Merci beaucoup. Ministre de l'année, ministre, je vois bien ce que c'est, de l'année aussi, après effectivement une année qui a été très dense entre la campagne présidentielle, une campagne des législatives, le passage du porte-parole au portefeuille en changeant de ministère. Mais alors, ministre de l'année, je ne voyais pas tout à fait ce que c'était. Et je vous remercie, Ludovic, pour vos mots. Je suis très flatté, très honoré, très humble aussi, puisque je sais que les ministres sont comme les années. Ils passent, ne font que passer. Ils essayent de laisser une trace, d'être reconnus pour avoir agi. Et c'est évidemment ce que je vais continuer à m'efforcer de faire. Dans un contexte, vous l'avez dit, qui est difficile, mais qui est aussi, je crois, plein de promesses pour les attentes des Français. Je crois profondément que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron restera comme celui qui aura permis à notre pays de retrouver sa compétitivité, de libéraliser le marché du travail, d'améliorer la compétitivité des entreprises, de renforcer la formation des salariés, tout ça avec un très grand succès, puisque nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Et je crois profondément que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron restera comme celui du réarmement et de la réinvention de nos services publics. Et pour ça, il faut du budget. Et c'est pour ça que je crois profondément que la mission qui est la mienne est au cœur des attentes des Français pour leur école, pour leur hôpital, leur justice, leur sécurité, leur armée. Ça nécessitera aussi, évidemment, des économies, vous l'avez dit. J'espère qu'elles seront plus faciles à trouver que Xavier Dupont de Ligonnès, puisque c'est un enjeu absolument majeur. Ça nécessitera aussi, et c'est ce que je découvre, de dire parfois et souvent non.
C'est quelque chose que j'apprends encore. Ça fait un peu moins d'1 an que je suis ministre du Budget. Il faut dire non. Non quand des propositions sont faites par des parlementaires parce qu'elles entraînent un certain nombre de dépenses ou de pertes de recettes. Non aussi aux demandes de collègues qui parfois viennent vous demander des moyens supplémentaires pour leur ministère, et je suis parfois un peu l'homme du refus. Mais comme disait, je crois, Coluche, l'avenir appartient à ceux qui ont le veto. Et donc je vais essayer de m'y tenir. Merci à toutes et à tous. Cette 31e cérémonie de remise des prix se termine et je vous remercie de votre attention et de votre fidélité au Trombinoscope. Merci encore à la présidente de l'Assemblée nationale de nous avoir accueillis aujourd'hui et d'être restée pendant toute la cérémonie malgré un agenda bien chargé. Merci à nos fidèles partenaires du Trombinoscope et de cette cérémonie qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. CCI France, le Conseil supérieur du notariat, les sociétés Air InSpace, Autovision et l'Institut OpinionWay, l'Institut qui avait fait un sondage sur le prix de la révélation politique de l'année. Et ce sondage a été confirmé par le choix du jury. Je remercie les partenaires médias, LCP, Assemblée nationale et Public Sénat. Nous vous donnons rendez-vous dans 1 an pour un nouveau palmarès du Trombinoscope et nous vous invitons à vous diriger vers les buffets. Nous avons plaisir de partager à nouveau avec vous cette année. À l'année prochaine. Merci.